Comment comprendre, comment expliquer entre nous que malgré tout ce que l'Occident met dans la guerre, elle n'est pas certaine de vaincre si un conflit total se déclenche entre eux et leurs rivaux de l'autre côté du Pacifique? Je vais vous expliquer quelques subtilités qui expliquent pourquoi est-ce que l'Occident est mal en point. Un analyste expert économiste compare les forces militaires et les budgets de guerre entre l'Alliance de l'Atlantique, c'est-à-dire les États-Unis et l'OTAN, au budget de guerre et aux forces militaires conventionnelles. Il fait référence aux divisions blindées, aux porte-avions, aux navires de guerre et à l'aviation de l'Alliance du Pacifique composée de la Chine, de la Russie, de l'Iran, etc. Et donc, en faisant cette comparaison, en comparant la puissance militaire de l'OTAN et de l'Alliance du Pacifique, il constate l'écart qui les sépare dans ce domaine, qui sépare l'axe des pays dits développés et l'axe des pays dits émergents. Et en gros, sa conclusion est claire. Les pays de l'Occident sont bien supérieurs à celles de l'Alliance du Pacifique. Mais cette conclusion est une erreur courante chez les experts, entre guillemets. Il y a quelques jours, la superpuissance chinoise silencieuse a pris une décision d'envergure mondiale dont très peu d'experts ont pris la juste mesure pour le développement économique et industriel mondial. Mais on reviendra après dessus. On va d'abord expliquer un truc concernant les armées. Le Parti national socialiste nazi, l'Italie fasciste et les militaristes japonais ont commis la même erreur de 1939 à 1945. Alors, comment vous l'expliquer simplement? Ce n'est pas le budget de guerre. Ce n'est pas le nombre de bases militaires installées et les forces armées régulières d'un pays ou d'une alliance guerrière qui détermine sa puissance destructrice. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, dans la vidéo où je disais que l'OTAN n'était pas en position de faire la guerre, il y a des gens qui ont mis en commentaire, qui ont émis des doutes dans les commentaires en disant que c'est un piège. Vu toutes les bases militaires qu'ils possèdent, c'est en fait un piège à destination de l'opinion publique ou alors à déstabiliser leurs pays concurrents. Bon, déjà, je vous rassure que ce soit l'Iran, la Chine, la Russie, aucun de ces pays ne s'informe sur Twitter. Ils ont des espions un peu partout dans le monde, donc ils ne vont pas juste se contenter des déclarations que des hommes politiques font sur Twitter ou dans des interviews. Ce sont les nous là qui prenons des déclarations des gens sur Twitter, dans les médias, etc. pour en faire des analyses. À l'échelle des États, rassurez-vous, ce n'est pas sur Twitter qu'ils prennent les informations qu'ils renvoient dans leurs agences d'espionnage. Il y a aussi des gens qui ont dit que les États-Unis sont bien plus dangereux que ce qu'ils veulent nous faire croire parce qu'ils ont voté cette année, en 2024, un budget de 886 milliards, rien que pour leur défense, c'est-à-dire tout le complexe militaro-industriel. Les gens qui suivent ce genre de déclarations et qui doutent de la faible puissance de l'OTAN alors que même les dirigeants de l'OTAN disent qu'ils ne sont pas en mesure de s'en sortir en cas de guerre, écoutez bien, ce n'est pas le budget de guerre, ce n'est pas le nombre de bases militaires installées et les forces armées régulières d'un pays ou d'une alliance qui détermine sa puissance de destruction. Ce n'est pas ça. En 1941, lorsque l'URSS est envahie par les forces nazies, elle disposait d'une infrastructure industrielle aussi puissante que celle de l'Allemagne. Mais la vaste étendue du territoire russe et le courage de la population plus nombreuse que celle des Allemands ont joué un rôle déterminant. Et il en est de même aujourd'hui. Ne vous contentez pas d'estimer le nombre de bases militaires d'un pays ou leur budget de défense. En plus, un budget de défense qui est même à crédit. Vous savez au moins que le dollar repose sur rien du tout, n'est-ce pas? Sur du vent. Les États-Unis consacrent autant de dollars dévalués à leur budget de défense agressive que tous les autres pays réunis. Donc les États-Unis seuls vaut tous les autres pays mélangés. Et pourtant, les forces américaines ont perdu toute leur guerre depuis leur défaite au Vietnam en 1975. Ils ont perdu la guerre du Golfe et toutes les autres. Les États-Unis ne gagnent les guerres que dans leurs films. Quand ils perdent la guerre du Vietnam en 1975, ils financent la création d'une série de films appelée Rambo qui sort en 1982. Et depuis hier, leur population pense vraiment avoir gagné cette guerre. Les Américains sont chassés du Moyen-Orient, d'Afghanistan, de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran. Et ils sont aussi chassés de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et même de l'Amérique latine. Leur porte-avions insubmersible israélien est incapable d'exterminer le peuple palestinien qui est pourtant de 7 millions d'habitants et ce depuis environ 75 ans. Ils s'acharnent sur ce peuple depuis 75 ans et n'y arrivent pas. Ce n'est pas sur le front du proxy israélien, ni sur le front du proxy ukrainien, ni sur le front du proxy taïwanais que l'histoire de la Troisième Guerre mondiale s'écrit et se prépare ou encore s'organise. C'est sur le front des pandémies et des maladies bactériologiques mondialisées, sur le front de la guerre commerciale et sur le front des guerres industrielles et technologiques. Et c'est maintenant là que vous allez voir la puissance terrible que peut déployer la Chine. Il y a quelques jours, la Chine a pris une décision d'envergure mondiale et peu de personnes ont compris le réel impact mondial que ça aura. La Chine bouleverse l'industrie mondiale en interdisant l'exportation des technologies de terres rares. Invoquons la sécurité nationale.
Cette décision pourrait avoir des conséquences sur le développement des secteurs clés. Je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, la Chine dit qu'elle ne permet plus l'exportation des technologies nécessaires pour exploiter les terres rares. Les terres rares sont un groupe de 17 éléments chimiques qui font partie de la famille des latanites dans le tableau périodique, ainsi que de l'yttrium et du scandium. Ces éléments sont souvent désignés comme des terres rares à raison de leur rareté dans la croûte terrestre. Mais certains de ces éléments ne sont pas particulièrement rares en termes de quantité totale sur la Terre, non. Seulement, ils sont souvent dispersés et difficiles à extraire économiquement. En gros, ça coûte cher, quoi. Les éléments de terres rares jouent un rôle crucial dans diverses applications technologiques modernes à raison de leurs propriétés uniques. Par exemple, ils sont utilisés dans la fabrication d'aimants puissants, d'écrans d'ordinateurs et de téléphones portables, de catalyseurs pour raffinerie, de lasers, de batteries rechargeables et bien d'autres applications high-tech. À raison de leur importance stratégique pour de nombreuses industries, les terres rares sont également devenues un enjeu géopolitique avec certains pays, en l'occurrence la Chine, détenant la majeure partie des réserves mondiales. La Chine monopolise 80% du traitement des terres rares, qui sont, je le rappelle, indispensables à la production de microprocesseurs, de voitures électriques, de smartphones, d'équipements militaires supersoniques dans lequel la Russie d'ailleurs, son allié, excelle déjà, l'allié de la Chine. Bref, c'est une décision beaucoup plus importante que si actuellement l'Occident arrêtait de financer les guerres de proxy qui sont déjà en cours là et surmédiatisées. Quand la Chine interdit l'extraction des terres rares, si vous ne réalisez pas l'impact, dites-vous que c'est à l'échelle d'une catastrophe industrielle mondiale. Bien que Pékin mette en avant la préservation de la sécurité nationale comme motif principal, cette mesure pourrait compliquer le progrès des secteurs stratégiques dans d'autres nations qui dépendent largement des exportations chinoises. Je vous l'ai dit, son monopole est de 80%. Dans un contexte de rivalité croissante avec les États-Unis, la Chine semble avoir renforcé son emprise sur les enjeux d'indépendance technologique en privant ses partenaires commerciaux de matériaux essentiels. En prenant cette mesure radicale, la deuxième économie mondiale consolide son contrôle sur environ 3/4 de la production mondiale de terres rares, ce qui va renforcer considérablement leur position dominante. D'ailleurs, comme le souligne l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale pourrait être multipliée par 7 d'ici 2040, accentuant donc les enjeux géopolitiques et sécuritaires dans les pays occidentaux, dont les États-Unis et l'Union européenne en font partie. Rien qu'en 2022, la Chine a extrait 58% de la production mondiale de terres rares et a raffiné 89% de ces métaux cruciaux. Face à la transition énergétique mondiale et la demande croissante pour des technologies bas carbone, les pays occidentaux considèrent désormais l'approvisionnement en terres rares comme une question de sécurité nationale. L'Union européenne envisage des actions dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, tandis que les États-Unis lancent une enquête sur la manière dont leurs entreprises s'approvisionnent en semi-conducteurs fabriqués en Chine. Cette enquête, disent-ils, éclairera la politique américaine visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, à promouvoir des conditions de concurrence équitables pour la production des puces traditionnelles et à réduire les risques pour la sécurité nationale posés par la Chine. La secrétaire au commerce américaine Gina Raimondo a également justifié cette décision dans le communiqué en se référant à un rapport publié le 12 décembre par une commission parlementaire américaine. Ce rapport préconise une réinitialisation des relations économiques entre les États-Unis et la Chine. Les Américains disent, je cite, « Au cours des dernières années, nous avons constaté des signes potentiels des pratiques inquiétantes de la part de la Chine visant à accroître la production de semi-conducteurs par leurs entreprises et à rendre plus difficile la concurrence pour les entreprises américaines. » Et bien sûr, vous connaissez les États-Unis, ils n'aiment pas ça. Eux seuls ont le droit de le faire, sinon c'est injuste. Ce n'est pas juste. Oui, c'est seulement eux qui doivent avoir des monopoles et faire de ça ce qu'ils veulent. Cette décision, en tout cas, aura des répercussions significatives sur l'industrie mondiale, suscitant des débats sur la sécurité nationale, la dépendance technologique et la nécessité pour les pays occidentaux de diversifier leurs sources d'approvisionnement en métaux stratégiques. Vous voyez là donc que la guerre n'est pas seulement celui qui met le plus d'argent fictif dans son armée. Pas du tout. C'est plein d'autres facteurs qui peuvent faire complètement basculer les enjeux. De nos jours, c'est impossible de faire la guerre sans semi-conducteurs. Vous pensez alors sincèrement que l'Occident est en panique face à ce genre de décision? Pourquoi? Parce qu'ils ont un plan B? Ou alors, au fond, ils se sentent coincés dans leur propre jeu? Si les autres puissants pays traite l'Occident comme l'Occident traite les autres puissants pays, c'est-à-dire à grands coups de sanctions, à votre avis, vous pensez qu'il faudrait combien de temps à l'Occident avant qu'il ne soit classé dans les pays du tiers-monde? La guerre ne se gagne pas à coups de bases militaires et de bombes. Le terrain, la technologie, l'information, la stratégie, les résistances civiles, les alliances locales et régionales, le soutien de la population et la stratégie politique est bien plus importante. C'est pour ça que le Vietnam a vaincu là où tout le monde aurait pu penser, vu la situation, qu'ils allaient perdre.
La jungle vietnamienne était déjà un des meilleurs alliés du pays qui se défendait des envahisseurs. On ne compte pas le nombre de soldats qui ont été absorbés par cette jungle. Donc retenez bien ça, rien n'est joué d'avance, aucun conflit n'est gagné d'avance. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la population occidentale soutienne leur armée, soutienne leur politique? Là où leur jeunesse est préoccupée par le fait de savoir s'ils sont des hommes ou des femmes, vous pensez vraiment qu'ils vont mener quel type de politique de guerre? Sérieusement. Vous pensez là que le peuple qui vit en Occident serait prêt à soutenir ce que fait leur gouvernement? Réalisez bien que là où d'un côté les gens se battent par cupidité, par soif de pouvoir, par soif de domination ou par simple caprice, de l'autre côté les gens se battent pour survivre. Et le désir de survivre donne une force si féroce que même dans les conseils de guerre, les conseils que l'on donne à des stratèges, il est fortement déconseillé de mettre des gens dans une position où ils sont obligés de survivre. C'est fortement déconseillé. Quand une personne est dos au mur, elle peut faire preuve d'une force surhumaine. Imaginez donc quand tout un peuple est mis dos au mur. Et c'est ce que l'Occident fait. L'Occident met tout le monde dos au mur et espère s'en sortir. Parce que le but est en fait de nous écraser. J'attends vos avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.